Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On a tous, je pense, cette image en tête, le séminaire de formation, le café un peu tiède, les croissants de la veille et ce consultant qui fait défiler son PowerPoint. C'est souvent intéressant. Sur le moment, on prend plein de notes, on se dit « tiens, c'est pas bête ça ». Et puis on rentre au bureau. Et là, la réalité nous rattrape. La montagne d'emails, les urgences et toutes les belles théories, elles s'évaporent. On se retrouve face à un mur, un vrai gouffre entre ce qu'on a appris et ce qu'on doit faire. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à une approche qui prétend justement faire sauter ce gouffre. Une méthode qui, au lieu de nous sortir du travail pour nous former, transformerait notre propre poste de travail en salle de cours. Pour ça, on a un document avec nous. Il s'intitule AFST, compétences ancrées dans la réalité du travail. L'idée, c'est de décortiquer un peu ce concept, de voir si cette fameuse AFEST, c'est vraiment la solution miracle, ou juste un nouveau mot à la mode pour dire apprendre sur le tas. Alors, creusons ça ensemble. C'est exactement la bonne question à se poser. Parce que la promesse sur le papier, elle est immense. Les entreprises, elles sont obsédées par le développement des compétences, c'est normal. Mais elles voient bien que des fortunes sont dépensées en formation pour des résultats qui sont parfois décevants. Et l'AFES, donc l'action de formation en situation de travail, arrive avec une proposition. Arrêtons le théâtre, formons les gens là où ils travaillent. Mais, et c'est le point clé, il faut être très clair tout de suite, ce n'est pas le retour du compagnonnage à l'ancienne. Le secret, c'est de transformer une expérience de travail brute en un apprentissage qui est conscient, guidé et intentionnel. D'accord. Intentionnel, guidé, j'imagine que ce sont les mots qui font toute la différence. Alors, allons-y. Concrètement, l'AFEST, c'est quoi? Notre source donne une définition, je la cite: l'AFEST fait évoluer les pratiques de formation en s'appuyant sur les situations réelles de travail pour développer les compétences au plus près du terrain. C'est une belle phrase, mais ça reste un peu marketing, non? Qu'est-ce qui empêche que ce soit juste un manager qui tape sur l'épaule d'un nouveau et lui dit « regarde comment je fais, fais pareil ». C'est toute la différence entre jeter quelqu'un à l'eau en espérant qu'il apprenne à nager et lui donner un vrai cours de natation, mais dans la mer. Le cœur du réacteur de l'AFEST, c'est ce que la source appelle un parcours pédagogique structuré. Et ça veut dire deux choses très très précises. D'abord, on fixe un objectif clair. On ne veut pas juste que la personne s'améliore. Non, on veut qu'elle maîtrise une compétence X. Par exemple, gérer un client très mécontent au téléphone. C'est précis. Et ensuite, le parcours doit absolument alterner entre deux phases, la mise en situation réelle et ce qu'ils appellent les séquences réflexives. Des séquences réflexives. Alors, ça sonne très bien, mais dans la vraie vie, un manager, il a rarement une demi-heure à tuer après chaque tâche pour s'asseoir et débriefer. Comment ça peut marcher sans devenir une usine à gaz? C'est le point de bascule. Et non, heureusement, ça ne doit pas durer une demi-heure. Parfois, 10 minutes suffisent, si elles sont bien menées. Reprenons l'exemple du commercial qui gère un client furieux. La mise en situation, c'est l'appel. Le vrai. Pas un jeu de rôle. Non, surtout pas. Le vrai appel, la séquence réflexive, c'est juste après. C'est le tuteur qui s'assoit avec lui et qui demande « Ok, à quel moment très précisément tu as senti que la tension baissait ? Quel mot tu as utilisé qui a provoqué ça ? Ou encore, raconte-moi ce qui s'est passé dans ta tête quand il a menacé de partir. Si c'était à refaire, qu'est-ce que tu changerais au tout début de l'appel ? C'est cette dissection presque chirurgicale de l'action qui transforme l'expérience en compétence. On ne dit pas juste « c'était bien » ou « c'était pas bien ». On déconstruit le pourquoi et le comment. Ah oui, là je vois la différence. Effectivement, on n'est pas dans le jugement, on est dans l'analyse pure. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que ça change complètement le statut de l'erreur. L'erreur, ce n'est plus une faute qu'il faut cacher à tout prix, ça devient une donnée d'apprentissage, une matière première en fait. C'est ça l'idée. C'est totalement ça. L'erreur devient même un moment pédagogique clé. Le but, ce n'est pas la performance parfaite du premier coup. C'est la compréhension profonde du processus. On n'espère pas que la personne finisse par comprendre en imitant. Non. On organise tout pour qu'elle verbalise, qu'elle prenne conscience de ses propres mécanismes mentaux, de ses réflexes. C'est là qu'on passe de l'apprentissage subi à l'apprentissage intentionnel. D'accord. Notre source met en avant 3 grands bénéfices. Je pense que ça vaut le coup de les regarder un par un. Le premier, c'est adapter la formation aux besoins réels des salariés. En quoi c'est si différent d'un module e-learning standard sur, la gestion du temps? La différence, elle est fondamentale. Une formation classique, même en e-learning, elle est par nature générique.
Elle est conçue pour marcher pour des centaines, des milliers de personnes. La FEST, comme elle se passe dans l'environnement même de la personne, avec ses propres dossiers, ses propres outils, ses propres collègues, elle est intrinsèquement personnalisée. On ne travaille pas sur un cas d'école abstrait, on travaille sur le dossier client Dupont qui nous empêche de dormir la nuit. On est dans le sur-mesure complet. Exactement. On passe du prêt-à-porter de la formation au sur-mesure. La pertinence est totale. D'accord, ça c'est très clair. Le deuxième point, c'est renforcer les compétences directement sur le terrain. Ça semble un peu évident, mais quelle est l'implication profonde derrière ça? L'implication, c'est qu'on attaque le talon d'Achille de la formation traditionnelle, ce que les spécialistes appellent le transfert des acquis. Il y a des études assez déprimantes qui montrent que moins de 20% de ce qui est appris en salle est réellement et durablement appliqué au poste de travail. Moins de 20%? C'est énorme! C'est abyssal. Et pourquoi? Parce que le contexte est différent, les outils ne sont pas les mêmes, les collègues ne réagissent pas comme dans les jeux de rôle, on n'ose pas, on oublie. C'est une étape de traduction, en fait, entre la théorie et la pratique. Et cette traduction est incroyablement fragile. Une traduction qui se perd dans le bruit du quotidien. Sont simultanées. La compétence, elle est construite, testée, ajustée et validée directement dans le contexte où elle doit exister. Si j'apprends une nouvelle fonction sur un logiciel, je le fais sur le vrai logiciel, avec les vraies données pour sortir le vrai rapport que mon chef attend. La compétence n'est plus une connaissance théorique stockée quelque part dans mon cerveau, elle est immédiatement incarnée dans une action. C'est pour ça que la source parle de gagner en efficacité, en pertinence et en impact. L'impact, on le mesure le jour même. Cette idée d'impact immédiat, ça doit être un levier de motivation absolument énorme. On sort du « j'apprends ça parce que c'est dans le plan de formation et ça me servira peut-être un jour ». On est dans le « j'apprends ça parce que ça résout mon problème de maintenant ». C'est le troisième grand pilier, celui du sens. C'est le point le plus conceptuel, mais peut-être le plus important. Quand un apprentissage est directement connecté à la résolution d'un problème qui vous pèse au quotidien, il n'est plus perçu comme une contrainte. Il est perçu comme une bouffée d'air, un outil de libération. La question « pourquoi j'apprends ça ?», elle devient obsolète. La réponse est évidente. C'est pour mieux réussir cette tâche, pour être plus serein face à ce client, pour enfin maîtriser cet outil qui me frustrait. Le salarié redevient pleinement acteur de son développement. Il ne subit pas une formation, il construit sa compétence brique par brique. Et pour l'entreprise, j'imagine que le calcul est vite fait. On n'investit pas dans une compétence potentielle qui sera peut-être utilisée un jour. On investit dans une performance effective, mesurable tout de suite. C'est un apprentissage à haut rendement en quelque sorte. C'est un excellent terme. Le retour sur investissement est beaucoup plus direct, beaucoup plus visible. Et il y a autre chose. Un salarié qui sent que son entreprise investit pour l'aider à résoudre ses problèmes concrets du quotidien, c'est un salarié qui se sent reconnu, qui se sent soutenu. La formation quitte la sphère un peu administrative pour devenir un véritable acte de management. Bon, jusqu'ici, le tableau est idyllique. Personnalisation, efficacité, motivation, ça semble presque trop beau pour être vrai. Il est où le piège ? Où est-ce que cette belle mécanique peut se gripper dans la réalité du terrain? Voilà, on arrive à la question cruciale. Le piège, c'est qu'on se focalise trop sur le processus, sur l'outil à FEST, et on oublie l'humain. Le plus grand obstacle à la FEST, en fait, ce n'est ni le temps ni l'argent. C'est la transformation radicale du rôle du manager. C'est-à-dire, qu'est-ce qui change pour lui? Un manager traditionnel, c'est souvent celui qui sait. Il a l'expertise, il donne la solution, il contrôle le résultat. Pour devenir un accompagnateur à FEST, il doit faire un virage à 180 degrés. Il ne doit plus donner la solution, il doit poser les questions qui vont aider le collaborateur à la trouver lui-même, il doit accepter de ne pas avoir la réponse parfois, de dire « je ne sais pas, cherchons ensemble ». Il doit devenir un coach. Et ça, pour beaucoup de managers, c'est un changement d'identité qui est vertigineux. C'est renoncer à une partie de son statut d'expert. C'est qu'une remise en cause de sa propre posture. Je suis le chef, je suis censé savoir. Et là, on me demande de guider quelqu'un pour qu'il trouve une solution que je ne connais peut-être même pas moi-même. C'est déstabilisant. C'est extrêmement déstabilisant. Et c'est ça qui surprend le plus les entreprises qui se lancent. Elles déploient des programmes à FEST et elles réalisent que le frein principal, c'est la peur des managers. La peur de perdre le contrôle, la peur de ne plus être la seule source du savoir. Ça demande une humilité et une confiance qui sont énormes.
On ne peut pas juste publier une note de service qui dit « Demain, vous êtes tous des coachs ». Ça ne marche pas. Les managers eux-mêmes, ils ont besoin d'être formés, d'être accompagnés, d'être rassurés dans ce nouveau rôle qui est bien plus exigeant que de simplement donner des ordres. Donc, si je comprends bien, avant de pouvoir former les équipes avec la FEST, il faut d'abord former les formateurs, c'est-à-dire les managers eux-mêmes. Absolument. C'est la condition sine qua non. Et au-delà du manager, c'est toute la culture de l'entreprise qui doit être propiciée. La FES ne peut pas prospérer dans une culture de la performance immédiate où l'erreur est sanctionnée. Ah oui, forcément. Si on veut que les gens apprennent en faisant, il faut leur donner le droit à l'essai, à l'expérimentation, et donc potentiellement à l'erreur. L'erreur ne doit plus être une faute, mais comme vous le disiez très bien, une donnée. Il faut une culture qui valorise la réflexion, qui autorise à prendre 10 minutes pour analyser une action plutôt que de se jeter tout de suite sur la suivante. C'est un changement de rythme, c'est une autre philosophie du travail. C'est une vision beaucoup plus globale. En fait, on part d'une simple méthode de formation et on arrive à une refonte de la culture managériale et du rapport au travail. C'est inévitable. Si on connecte ça à une vision plus large, on voit que la FEST s'inscrit dans une tendance de fond. La reconnaissance que la compétence la plus précieuse aujourd'hui, ce n'est pas tant ce qu'on sait, mais notre capacité à apprendre en continu. Apprendre à apprendre, ça devient la métacompétence. Et la FEST est un outil formidable pour ça, parce qu'elle force l'individu à réfléchir sur sa propre manière d'agir, de progresser. Elle rend l'apprentissage visible, conscient. Bon, alors si on essaye de synthétiser un peu tout ce qu'on a tiré de notre source et de notre discussion, la FEST, c'est clairement plus qu'une nouvelle étiquette pour apprendre sur le tas. C'est une approche qui est formalisée, qui transforme le travail en terrain d'apprentissage structuré. Grâce à quoi? Grâce à des objectifs clairs et à cette fameuse alternance action-réflexion. Les bénéfices semblent clairs. Une pertinence inégalée, un impact direct sur la performance et un sens retrouvé pour le développement professionnel. Mais, et c'est un mais de taille, ce n'est pas une solution miracle, plug and play. Son succès ne dépend pas tant de la méthode elle-même que de la capacité de l'organisation à évoluer. Des managers qui acceptent de passer de sachant à coach et une culture d'entreprise qui valorise le temps de la réflexion et le droit à l'expérimentation. C'est une synthèse très juste. Ça capture bien la dualité de l'AFEST. Une méthode qui est simple en apparence, mais profondément exigeante dans sa mise en œuvre. Et pour prolonger la réflexion, ça nous laisse peut-être avec une pensée en suspens. Notre source décrit une méthode pour formaliser l'apprentissage au travail. Mais si on pousse la logique jusqu'au bout, le véritable objectif ne serait-il pas de créer les conditions pour que le travail lui-même devienne intrinsèquement et en permanence apprenant ? Et là, la question n'est plus comment on organise des AFEST, mais plutôt comment est-ce qu'on conçoit le travail, les projets, les interactions quotidiennes, de telle manière que l'apprentissage et la réflexion ne soient plus des moments à part, organisés, mais deviennent une partie intégrante et naturelle du flux de travail lui-même.